Bonjour Madame la députée, Bonjour. je viens de me rendre compte, ça fait déjà trois rendez-vous avec que nous avons ensemble. On s'était rencontrés juste avant que vous soyez élu député. On s'est rencontrés ici à votre permanence et puis une dernière fois donc dans votre mandat de député. On va parler de beaucoup de choses puisque l'actualité est riche. Moi il y a un sujet qui me passionne, j'allais dire, et qui est très intéressant. C'est la crise dont on parle beaucoup en ce moment aux informations, la crise en Ukraine. Alors on n'avait personne d'autre de mieux placé que vous pour nous expliquer ce qui se passe. On a l'impression que la Russie va envahir l'Ukraine, mais on ne sait pas pourquoi et comment. Alors si vous avez des infos, on est preneur. Alors, il faut reprendre les choses peut-être et les remettre dans leur contexte. En Ukraine, il y a eu une crise politique intérieure en 2014. Vladimir Poutine avait profité de cette crise intérieure, donc ce qu'on appelait la révolution de Maïdan, pour deux choses. D'une part, pour annexer la Crimée de manière illégale, c'est-à-dire qu'il est rentré en Crimée et il a fait organiser un référendum où les gens ont soi-disant voté pour rejoindre la Russie. Et ensuite, il a soutenu les séparatistes dans la région du Donbass, donc l'extrême est du pays ukrainien, à la frontière avec la Russie. Et donc, depuis, cette zone est en conflit, donc cela fait maintenant 8 ans que cette zone est en conflit permanent. Donc, à l'intérieur de l'Ukraine, il y a l'armée ukrainienne qui est postée à la ligne de contact, ce qu'on appelle la ligne de contact avec la zone séparatiste. Et de l'autre côté de la ligne de contact, il y a les séparatistes. Et ensuite, il y a la frontière ukrainienne, où derrière la frontière, il y a toujours eu les militaires russes depuis 2014 pour soutenir les séparatistes. Ensuite, en 2021, Zelensky, le nouveau président ukrainien, décide d'organiser ce qu'on appelle la plateforme de Crimée, un événement à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine et qui devait rassembler l'ensemble du monde occidental, des dignitaires étrangers, les amis de l'Ukraine, pour parler de la Crimée, qui certes n'a pas été reconnue, dont l'annexion n'a pas été reconnue par la Russie, mais dont on parle très peu parce qu'il n'y a pas de conflit armé sur ce territoire. Donc, à partir de là, Poutine met un coup de pression à Zelensky, à l'Ukraine, en installant un certain nombre de militaires, 100 000 hommes à la frontière, avec des armes lourdes. Et lors de l'élection de Joe Biden, il faut le rappeler, il y a eu des manœuvres en Biélorussie parce que Poutine testait on va dire, la réaction de Biden. Il aime bien tester les nouveaux dirigeants de ce monde, et notamment les dirigeants américains, et donc c'était une forme de provocation. Donc la situation, elle est ce qu'elle est. Ça met la pression, mais pas tant à Zelensky que ça met beaucoup de pression aux Occidentaux, ces 100 000 hommes à la frontière. Si vous reprenez la presse nationale française, elle a relaté cette installation militaire et les manœuvres en Biélorussie. Et ensuite, la plateforme de Crimée se tient, mais les Occidentaux, on voit plutôt des seconds couteaux. Ce n'est pas forcément les chefs de gouvernement qui se déplacent à cette occasion. Il ne faut pas oublier non plus que c'est aussi la période des renégociations des prix du gaz, parce qu'on est très dépendant du gaz russe. On importe une quarantaine de pourcents du gaz russe en Europe. Si je peux vous couper, quel est l'intérêt de la Russie en gros, de réannexer l'Ukraine? Quel est l'intérêt politique ou stratégique? Alors, à ce stade, aucun. Je vais y venir. En fait, donc, les forces russes armées sont présentes depuis à peu près le mois d'avril, dans ces quantités-là, en tout cas, à la frontière ukrainienne. Aujourd'hui, la crise que nous vivons a été déclenchée pas par la présence de ces hommes, puisqu'ils étaient déjà là, mais par la mise en lumière de la présence de ces militaires russes par Joe Biden, qui dit de manière assez hystérisée dans la presse, soutenue par Boris Johnson, que la Russie est sur le point d'envahir l'Ukraine. Alors, je suis l'une des spécialistes aujourd'hui de l'Ukraine en France, je ne suis pas la seule. Mais aucun des spécialistes à ce stade, historiens, chercheurs, n'a donné d'argument de pourquoi la Russie envahirait l'Ukraine. Tout le monde dit pourquoi elle ne le ferait pas.
Pourquoi pour Poutine ce serait bête, difficilement soutenable et inutile d'envahir l'Ukraine? Tout simplement parce que l'Ukraine s'est reconstruite depuis 2014 en termes militaires. En 2014, il y avait peu d'hommes entraînés, il y avait peu de matériel militaire en Ukraine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'Ukraine a été soutenue justement dans son évolution et de nombreux partenariats ont été élaborés entre l'armée ukrainienne et les armées européennes pour les entraînements. Ils ont acquis du matériel, ils ont fait revivre leur industrie militaire, qui était assez forte à l'époque de l'URSS. Ensuite, l'Ukraine s'est reconstruite en termes de patriotisme. Si Poutine était rentré en 2014 en Ukraine, certaines régions, et même la majorité des régions, auraient soutenu le retour au bercail quelque part, parce que les pro-russes étaient assez répandus en Ukraine. Aujourd'hui, je ne connais pas de région qui se laisserait annexer aisément et sans se battre. Donc ce serait une guerre totale. Ensuite, économiquement parlant, la Russie, ce n'est pas un pays qui va très bien, malgré l'augmentation du prix du gaz. Ça reste un pays qui est sous sanctions américaines et européennes. Et donc, pour eux, ce serait difficile de soutenir une guerre totale sur du long terme. Et ensuite, la reconstruction d'un territoire. L'Ukraine est un territoire quand même vaste, et s'il y a une guerre totale, il faudra mettre beaucoup de moyens pour les reconstruire. Si Poutine rentre de manière violente en Ukraine, il ne sera soutenu ni par le Fonds monétaire international, ni par l'Union européenne, ni par les États-Unis pour la reconstruction. Est-ce qu'entre guillemets, il s'en fout pas un petit peu, Poutine, de tout ça? À ce moment-là, quelle est l'utilité? En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'utilité pour lui de le faire à ce stade. Ce qui est utile pour lui, par contre, c'est d'organiser une zone tampon autour de la Russie, parce qu'il ne souhaite pas l'installation des forces de l'OTAN autour de lui. Il cherche une certaine indépendance. Donc, si vous voulez, déranger, oui. Accompagner des rebelles locaux comme en Transnistrie, comme en Géorgie, comme dans le Donbass, oui. De là à organiser une guerre totale, ce ne sera pas soutenable pour la Russie. J'ai une question aussi politique. On a l'impression dans l'ex-Union soviétique, il y a des pays où il y a des gens en place qui sont un peu, on voit qu'il y a un peu la main de Poutine derrière. Est-ce que le président ukrainien aujourd'hui, il est totalement indépendant ou alors il est un peu lié quand même au pouvoir de Poutine? Alors, l'Ukraine étant devenue indépendante il y a une trentaine d'années, il est toujours difficile de dire que quelqu'un est totalement indépendant. Maintenant, les pro-russes, les politiques pro-russes en Ukraine sont minoritaires, ils existent, ils l'affichent aisément sans difficulté. Ils existent, mais leur force de politique est ridicule, si vous voulez. Ils ne pèsent pas tant que ça aujourd'hui en Ukraine. Et ceux qui pèsent ne sont plus pro-russes, en tout cas ne peuvent plus soutenir cette politique violente à l'égard de l'Ukraine. Donc il est difficile de parler de totale indépendance parce que l'indépendance du pays lui-même est très récente pour l'histoire d'un pays, mais de là à dire que le gouvernement actuel joue le jeu de Poutine, non, ils jouent leur propre jeu, ça c'est une évidence. Quel est le rôle finalement du président Macron dans ce conflit? On le voit beaucoup, on a l'impression qu'il va sauver, pas le monde, mais l'Ukraine. Quel est son rôle et finalement, est-ce que c'est du mouvement ou c'est quelque chose de concret? Alors, ça veut dire que la communication française fonctionne bien. Maintenant, il faut lire la presse étrangère. Hein. Par exemple, la presse allemande pour comparer. J'ai du mal avec l'allemand. Le point de vue. Vous avez des traducteurs aujourd'hui sur Internet qui se trouvent facilement. Attention au prisme franco-français de la communication et notamment de la communication politique. La géopolitique et la géostratégie sont des matières très complexes. Et donc, il faut être vigilant parce que ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui est vrai
et ce qui est vrai n'est pas forcément visible. Là où on avait une difficulté, si vous voulez, c'est que vu que c'est Joe Biden, le président américain, qui a soulevé la question de la violence russe aux frontières ukrainiennes, c'est lui qui a mené le dialogue avec la Russie. C'est inacceptable. Le fait qu'on soit mis à nouveau sous tutelle géopolitique des États-Unis, c'est inacceptable. Et donc l'Europe doit se manifester et doit entreprendre le dialogue parce que la surenchère diplomatique qui a eu lieu depuis la mi-novembre nous a menés vers un cul-de-sac au lieu de nous emmener vers une résolution de la problématique. Et le retrait d'ailleurs des familles de diplomates américains et britanniques a créé des difficultés économiques d'ampleur en Ukraine. Donc, la résolution par le dialogue et par la diplomatie, c'est l'une des voies, c'est la voie qu'on doit poursuivre à ce stade. Surtout que l'Europe bénéficie du format Normandie, où sont présents la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne, qui a été instauré depuis 2014 pour résoudre le conflit dans le Donbass. Aujourd'hui, on n'a pas de leader naturel dans l'Union européenne. Madame Merkel était un des leaders naturels, et notamment en ce qui concerne l'URSS, parce qu'elle avait la connaissance de cette partie du globe. Sachant qu'elle venait de la RDA. Voilà, donc elle avait, c'est une soviète, comme je dirais. Donc forcément, elle contrôlait mieux, elle avait un meilleur impact, elle maîtrisait mieux la situation et même elle connaissait la culture, ce qui est un point important quand on fait de la diplomatie. Aujourd'hui, Madame Merkel n'est plus en place, donc elle a fini son mandat. Le nouveau gouvernement allemand est en difficulté parce qu'il est en pleine installation et ils doivent gérer une crise géopolitique à la fois. Il ne faut pas oublier que c'est l'Allemagne qui est la plus dépendante du gaz russe que la France, par exemple. Donc, tout naturellement, en plus, vu qu'on a la présidence du Conseil de l'Europe, la France a la présidence du Conseil de l'Europe, tout naturellement, Macron se positionne comme porte-voix ou leader. Il a tout intérêt à évidemment rassembler derrière lui les Européens, c'est-à-dire qu'il n'y va pas au nom de la France, mais il y va au nom des Européens. Donc les Allemands, notamment, doivent lui donner quand même des gages de tout ce qui est négocié, il le signerait en tout cas. Et puis, il est là pour rétablir le dialogue entre l'Europe et la Russie. Parce que le fait qu'il y ait un ping-pong entre les États-Unis et la Russie en passant par-dessus la tête de l'Europe, comme je vous disais, c'était inacceptable. Et donc, on est obligé de remettre les choses dans l'ordre et de dialoguer avec la Russie et avec l'Ukraine pour trouver une sortie de crise. Une crise, encore une fois, qui a été engendrée par la communication plus que par la présence militaire qui, elle, était déjà en place et qui... Pas qu'elle gênait personne, évidemment c'est toujours inquiétant d'avoir une armée à sa frontière, mais qui était une habitude pour l'Ukraine en tout cas, qui est devenue résiliente et qui le vivait de manière constante depuis 2014. Puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier et négliger, 100 000 ou 120 000 hommes, c'est un stade, c'est 2 stades. Donc c'est ce que peuvent réunir... un match de foot de Ligue 1 ou un rappeur bien connu en France. Donc, oui, quand on met plein de zéros bout à bout, ça fait beaucoup. Mais vous ne faites pas la guerre avec 100 000 hommes. L'Ukraine est un pays très vaste. Et même avec les nouvelles technologies, et même avec une armée réformée et redynamisée de la Russie, vous ne faites pas une guerre totale avec 100 000 hommes. Pour conclure sur ce sujet ukrainien, vous voyez l'issue comment, vous, de votre point de vue de spécialiste? À ce stade, nous avons les accords de Minsk qui ont été élaborés depuis 2014 et depuis l'entrée de l'Ukraine en conflit avec la région séparatiste du Donbass. Donc c'est l'une des voies possibles, c'est-à-dire l'application de ces accords de Minsk. Et puis, je pense qu'il y a d'autres négociations qui sont en cours qu'on ne maîtrise pas forcément, mais ça, c'est l'une des voies, à mon sens. Donc, vous êtes optimiste pour une issue pacifiste? Je suis optimiste pour une issue diplomatique maintenant.
il ne faut pas qu'on génère une crise à l'intérieur même de l'Ukraine. Si on continue cette hystérie collective, il ne faut pas oublier que l'Ukraine, les journalistes ukrainiens reprennent beaucoup la presse européenne. Donc, ils savent très bien ce qui se dit en Europe, ils savent très bien ce qui se dit aux États-Unis en ce moment. Donc, si on continue cette hystérie, on risque potentiellement d'avoir une défection du peuple ukrainien envers son gouvernement en place, parce que la crise financière arrive, parce qu'ils vivent la même inflation que nous, et qu'en hiver, il y a une sensibilité particulière pour le gaz. Et il suffit que la Russie ferme les robinets. On peut avoir une nouvelle révolution en Ukraine, et celle-ci peut potentiellement entraîner des manœuvres militaires russes qui seront légitimées par cette crise intérieure. Donc il ne faut pas pousser l'Ukraine au crime. On a parlé de la situation en Ukraine, on va revenir à Saint-Chamond, dans la Loire, en France. Déjà, première question, vous êtes en marche. Comment vous expliquez le fait que le président actuel, Emmanuel Macron, tarde à se déclarer? Est-ce qu'on revient encore sur la crise ukrainienne? Ça a provoqué un décalage ou alors c'est de la stratégie? Alors, je ne peux pas parler de stratégie parce que je ne suis pas dans sa tête ni dans son stade de campagne. Maintenant, j'estime qu'un président doit être président le plus longtemps possible. Vous imaginez, s'il se déclarait candidat dès maintenant, on aurait 3 mois de vacances de la présidence et à la place, on aurait un candidat. Donc, vu que rien ne presse, il est utile à ce qu'il reste à sa place et qu'il mène ses actions en tant que président plutôt qu'il soit critiqué et mis à partie systématiquement en tant que candidat. Maintenant, est-ce qu'il a pris la décision de le faire? Ça, je ne suis pas dans sa tête non plus. J'espère qu'il se représentera parce qu'il y a encore du travail à faire et puis il faut mener la France à la sortie de la crise sanitaire. Mais en l'occurrence, il n'a pas tort de prolonger son mandat et de pouvoir le finir le plus tard possible, sachant en plus qu'on a la présidence du Conseil de l'Europe, ce qui n'est non négligeable. Ce matin, je me posais une question qui va peut-être vous paraître bête ou compliquée, mais... Il n'y a pas de question bête. J'ai l'impression que tous les présidents qui ont été réélus, finalement il n'y en a pas beaucoup, on est obligé de changer de Premier ministre. Est-ce qu'on pourrait voir Emmanuel Macron réélu et qu'il continue avec Jean Castex? Est-ce que c'est une possibilité ou alors c'est quelque chose de complètement stupide? Ce n'est pas stupide. On n'est pas obligé de changer de Premier ministre. En fait, on met un programme en place quand on est élu. Le programme qu'on avait mis en place en 2017, c'était un programme co-construit avec les Français sur l'année 2016. Donc, on a choisi un gouvernement, en tout cas le président de la République a nommé un gouvernement pour mener cette politique-là. On a eu une crise au milieu, celle de coronavirus, et donc à partir de là, Emmanuel Macron a fait un virage et donc changé de Premier ministre pour pouvoir mieux coller à la crise et la sortie de crise. C'est un nouveau programme pour 2022 va forcément entraîner une nouvelle politique et une nouvelle équipe pour la mener. Sachant en plus que le travail du Premier ministre ou des ministres est tellement épuisant et demande tellement d'énergie, c'est comme les courses de chevaux, vous voyez, même si vous avez des pur sang qui sont extrêmement compétents et qui savent y faire, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas les faire courir indéfiniment au galop. Donc, il faut renouveler votre équipe, sinon, elle est épuisée, quoi. Oui, puis on est dans un monde de communication, il faut sans cesse changer, quoi. Non, ce n'est pas un changement pour changer, c'est un changement pour pouvoir justement coller au mieux à son projet, à la politique nationale, et puis avoir des gens qui ne sont pas épuisés par 23h ou minuit sur un plateau télé et à 6h le lendemain à nouveau sur un plateau télé. On ne se rend pas compte en fait, mais si vous regardez l'omniprésence des ministres, des parlementaires en séance sur les plateaux télé, vous vous rendrez compte que c'est inhumain. Donc ça ne peut pas tenir sur du très long terme. On a beaucoup entendu que les Français aujourd'hui s'intéressent très très peu à l'élection majeure qu'est l'élection présidentielle. On annonce des taux d'abstention encore records. Comment on peut expliquer qu'une candidate qui va affronter Emmanuel Macron, qui s'appelle Valérie Pécresse, il y a quelques mois on disait presque que c'était la future Premier ministre Emmanuel Macron, comment on peut expliquer qu'on est contre aujourd'hui alors qu'on était presque pour il y a quelques mois? C'est pas ça aussi qui fait que les gens n'ont plus envie de se déplacer? Alors,
la politique et le positionnement politique a évolué. Aujourd'hui, on est positionné plutôt au centre et on voit bien que la gauche comme la droite nous a rejoints quelque part parce que la période le veut qu'elle aussi. Le clivage prolétariat contre le patronat, c'est un clivage un petit peu ancien. Dépassé. Un petit peu dépassé, tout à fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas, attention, mais la proportion des Français se trouvant plus au milieu est plus grande. La classe moyenne est devenue plus importante parce que tout simplement, on a désindustrialisé le pays aussi, hein, il faut se le dire, pendant presque 20 ans. Et donc aujourd'hui, les employés du tertiaire, parce que la France est devenue un pays du service, les employés du tertiaire sont plus nombreux et donc la classe moyenne s'est étoffée. Donc la gauche et la droite ne correspondent plus non plus aux aspirations de nos concitoyens. Maintenant, pour cette classe moyenne, pouvoir distinguer exactement les différences entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, c'est assez complexe. Vous voyez bien, Valérie Pécresse se débat, essaie d'apporter son grain de sel, mais finalement, si vous l'écoutez, elle propose le programme 2017 d'Emmanuel Macron, ou presque, avec quelques nuances presque dramatiques, puisqu'elle va chercher à l'extrême droite ce qu'elle estime qu'il nous a manqué. Donc, la gauche, elle a du mal à se reconstruire. On a aujourd'hui du mal à voir un candidat, un programme. Ils sont, comment dirais-je, pris dans leur propre turpitude. Et donc, ceux qui sont les plus visibles, c'est les extrêmes. Et naturellement, le dialogue ou le débat qui s'instaure, ce sont les progressistes, mondialistes, opéranistes que nous sommes, et les conservateurs qui sont à l'extrême droite et une extrême gauche qu'on a du mal, qui cherche plutôt à être libertaire, je dirais, presque anarchiste. Donc il y a une recomposition politique à apporter à la France et ça prendra encore du temps, c'est pas en un quinquennat qu'on règle ça. Et puis par ailleurs, il y a une perte de confiance qui est réelle et qui est légitime parce qu'il y a un sentiment de ne pas avoir été écouté ou entendu ou qu'on ne s'adresse pas à cette classe moyenne mais aussi à la classe populaire. Il y a un sentiment d'un entre-soi en politique et qu'il faut reconstruire encore une fois le dialogue avec nos concitoyens et leur redonner confiance dans le fait que la politique française peut changer quelque chose en France, mais aussi influencer l'Europe. Vous avez fait écho dans cette réponse à l'extrême droite. Aujourd'hui, l'extrême droite, si on compte Zemmour et Le Pen, on est presque à 30%. Est-ce que c'est finalement pas un gros échec de la politique qui était menée notamment en sécurité de ce gouvernement Macron? Alors, encore une fois, j'estime qu'il faut faire attention à l'image et au son. On dit que l'échec de sécurité, que la politique sécuritaire de La République En Marche est un échec. On le lit beaucoup, hein. En quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Quels sont les chiffres? Est-ce que les chiffres de la délinquance ont augmenté? Non. Il y a les chiffres et il y a le sentiment aussi. On est dans un sentiment d'insécurité, qu'on ne peut plus se promener, qu'on ne peut plus laisser sa voiture tranquille dans un coin sans qu'elle soit brûlée. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il y a un rejet. Ça, j'entends. Maintenant, on a eu un gouvernement, une majorité qui a pris le plus de lois sécuritaires sur un quinquennat. Si on compare sur les 3 derniers quinquennats. Les lois, c'est une chose, la visibilité sur le terrain, c'en est une autre. La mise en œuvre demande un petit peu de temps, il faut se le dire. On a augmenté considérablement les effectifs de police et de gendarmerie. On a renforcé les moyens de la justice et les moyens financiers en combat non seulement de la délinquance du quotidien, mais aussi la criminalité numérique. On a fait des textes sur la sécurité routière. Je trouve que qualifier notre politique comme insuffisante, c'est injuste et c'est pas rationnel parce qu'on écoute finalement les extrêmes qui alimentent et instrumentalisent le débat et ce sentiment d'insécurité.
Pourtant, les chiffres sont clairs. Enfin, il n'y a pas de délinquance supplémentaire. On a fait de la prévention du terrorisme pendant 5 ans. Il n'y a pas eu d'événements et encore heureux. On protège nos concitoyens. Mais effectivement, il y a une tension et la tension est générale. Elle n'est pas d'hier et donc il faut trouver des solutions pour que cette tension s'apaise de notre pays. Je vous dis, les textes qu'on a votés et qui sont mis en œuvre actuellement sont des textes forts qui doivent porter leurs fruits encore plus. Et puis, ne serait-ce qu'un Saint-Chamond, on a augmenté le nombre de policiers. On a attendu pendant des années d'avoir ces équipes supplémentaires, des équipements supplémentaires. On a obtenu tout cela. Et pourtant, aux infos, on voit régulièrement des voitures qui brûlent, notamment du côté de Fonsala. Ce qui amène un sentiment d'insécurité, de mal-être et de beaucoup de choses. Est-ce que 0 voiture qui brûle, c'est à votre sens accessible en France? Si on veut, bien sûr. Il faut de la présence policière, il faut beaucoup de choses. Mais il faut des moyens, et c'est des moyens qu'on trouve quand on veut organiser des Jeux Olympiques. On les trouve, ces moyens-là. Pourquoi dans les quartiers, on a l'impression que les gens sont un peu à l'abandon? Alors, c'est pas la faute au président Macron, c'est pas la faute à vous, de gouvernement, parce qu'on a l'impression que ça s'est toujours passé comme ça. Mais on est aujourd'hui dans moi, ce qui me choque, c'est qu'on est toujours en train de parler d'extrême droite. On dit, oh là là, c'est caca, faut pas voter extrême droite. Mais s'il y a autant de gens, de plus en plus, qui vont vers ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas trouvé un message qui correspond à leur désir. Alors me dire, il y a tant de lois qui ont été votées, le lambda, comme moi et comme beaucoup de gens, il s'en fout un peu. Ce qu'il veut, c'est du concret. Il veut que sa voiture, elle ne soit pas brûlée. Il veut que les transports marchent. Il veut que ça ne soit pas la grève des trains quand c'est les vacances. Enfin, plein de choses, quoi. Donc, vous voulez un État policier. Vous estimez que Éric Zemmour ou Marine Le Pen sont capables de l'obtenir? Je ne demande rien. Moi, je pose juste des questions. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi respecter la démocratie. Et on ne peut pas mettre un policier derrière chaque concitoyen. Je ne dis pas qu'on est au maximum. Attention, comme je vous disais, les textes sont encore en train d'être mis en œuvre. Mais on va vers un mieux en termes de délinquance, puisque les chiffres baissent, puisqu'on a des moyens supplémentaires sur le terrain aujourd'hui, en termes d'hommes et en termes de moyens. Après, on peut toujours mieux faire. Effectivement, on peut avoir 67 millions de lits en réanimation, un pour chaque Français. On peut avoir 67 millions de policiers, un pour chaque Français, mais où est-ce qu'on les trouve? Puisque chaque Français va devenir policier. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, ce n'est pas forcément une question budgétaire. Le budget, vous voyez, quand il y a eu la crise, on l'a trouvé. Ce n'est pas qu'une question budgétaire, c'est aussi une question de vocation, de réhabilitation des métiers. Ah non, c'est une question de société, tout simplement. C'est une question de société. C'est une question de jeunesse qui a été désœuvrée. On a trouvé les moyens, plus de jeunes en apprentissage, plus d'accompagnement. On a remis une forme de sécurité de proximité et police de proximité en place. Il y a une meilleure partenariat avec la police municipale, une meilleure cohésion entre la police nationale et la gendarmerie. On met en œuvre des choses, mais ce sont des humains et des organisations derrière. Peut-être ce qu'on oublie. Il faut leur laisser le temps aussi de se mouvoir et de pouvoir se déployer de manière efficace, encore plus efficace sur le terrain. Et puis, la délinquance, elle existe, et elle existe partout. Et donc, du coup, elle va... On ne peut pas l'anéantir complètement. Zéro délinquance. Je ne connais aucun pays au monde qui est capable d'avoir zéro délinquance. On est d'accord. Même les îles paradisiaques. On parle juste d'un ressenti, mais tout à l'heure, au début, vous parliez de prolétariat et de patronat. Si beaucoup de gens qui sont au chômage ou dans des petits emplois précaires, ils votent plus à gauche, il y a peut-être une question à se poser quand même. Pour la gauche. Pour la gauche. C'est pas ma question. Mais pour tout le monde, hein, parce que c'est une société qui est dans le chaos, c'est bon pour personne. Hein. Évidemment, le pouvoir d'achat, on a œuvré aussi pour lui. Et même quand, au moment de l'inflation ou de l'augmentation des tarifs de l'énergie, on a vu que ce qu'on avait fait, ce qu'on avait mis en œuvre, allait être grevé par cette inflation. On a remis les moyens supplémentaires pour accompagner nos concitoyens. Le pouvoir d'achat était l'emploi et le pouvoir d'achat étaient l'une de nos priorités en début du quinquennat. Et on a mis en œuvre le nécessaire, la formation tout au long de la vie,
valorisation de l'apprentissage, les mutations plus aisées, la possibilité de créer son entreprise, mais aussi d'avoir droit aux aides quand on n'a pas réussi à la maintenir en place, retour dans le privé. Enfin, tout a été mis en œuvre pour faciliter la transition, parce que on voit bien que la transition écologique et la transition numérique vont entraîner des mouvements en termes d'emploi. On réindustrialise le pays, on investit dans les nouvelles technologies. Tout n'est pas merveilleux, évidemment. 5 ans, c'est très court. On a fait un texte législatif par semaine pendant 5 ans, quasiment sans arrêt. Il faut aussi le temps de sortir les décrets, la mise en œuvre. Mais moi, j'estime que le bilan, il est assez positif. On a, grâce à tout ce qu'on a fait au début du quinquennat, on a pu traverser la crise du point de vue économique sans mettre complètement en péril notre pays. Dernière question nationale, vous avez parlé des énergies, notamment à l'instant et puis précédemment. Est-ce qu'il y a une solution pour cette envolée de l'essence? Tout le monde aujourd'hui est en train de poser sa voiture justement et la mettre dans un coin et puis de marcher à pied ou de faire du covoiturage. Ça c'est bien pour l'écologie ça. Mais c'est pas bien pour les porte-monnaies d'après ce que je vois. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on ne peut pas revenir à cette fameuse taxe flottante? Il n'y a pas des solutions ou alors c'est une volonté qu'on se tourne vers l'écologie et on marche tous à pied et on achète un vélo? On ne peut pas à la fois parler du réchauffement climatique, mettre les moyens supplémentaires pour protéger contre les catastrophes naturelles nos concitoyens et notre patrimoine, et à la fois faire des passe-droits pour les énergies fossiles quand celles-ci flambent en termes de prix. La solution, c'est des énergies renouvelables. C'est la seule solution aujourd'hui. Et il faut qu'on sorte de la dépendance aux énergies fossiles. Le nucléaire nous aide énormément puisque le nucléaire français est totalement décarboné. Donc maintenant, il faut qu'on fasse aussi faire la transition aux véhicules, aux maisons de manière tout à fait majeure parce que tout le parc automobile et tout le parc immobilier ne sont pas encore à l'électricité. Et puis l'investissement massif dans l'hydrogène, dans l'éolien, dans le renouvelable, parce que c'est la voie pour demain. Les énergies fossiles vont devenir rares de toute manière et on voit bien que n'importe quelle crise géopolitique ou l'inflation mondiale font flamber des prix. Donc c'est important de voir ce que nos concitoyens ont dans leur porte-monnaie. Évidemment que c'est crucial pour nous parce que leur pouvoir d'achat est une priorité, mais à la fois on ne peut pas anéantir tout le travail qu'on fait en ce qui concerne la transition écologique et le combat du réchauffement climatique parce que momentanément, on a une difficulté financière. Il faut trouver d'autres solutions. Donc si j'ai bien compris votre discours, la 45 c'est définitivement enterré alors hein. Ah bah de toute façon, elle est définitivement enterrée. J'ai l'impression qu'il y a des gens dans la région qui y pensent encore. Non, non, la DUP étant tombée, il n'y a plus de projet autoroutier complémentaire à la A47. Et ça, c'était décidé par la ministre Borne quand elle était encore ministre des Transports au moment du vote de la loi sur les mobilités. Allez, on revient dans votre région, dans votre, je ne sais plus comment on appelle ça, circonscription. Circonscription, j'allais dire canton, vous voyez. Dans votre circonscription, j'ai appris une nouvelle qui m'a pas étonné à 100%, mais un petit peu. Vous ne vous représentez pas pour un second mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a donné cette conclusion finalement à votre mandat? Alors, en effet, je ne briguerai pas un second mandat dans les médias, ce n'est pas un abandon de la politique. J'estime qu'il faut se renouveler. Et pour se renouveler, il ne faut pas s'installer dans un poste pendant très très longtemps. Quand je travaillais dans le privé, en principe, on changeait de poste tous les 3 à 5 ans pour éviter justement de scléroser et prendre des mauvaises habitudes. Et ben c'est exactement le cas, à mon sens, avec la politique. La politique est un engagement. Vous avez déjà pris des mauvaises habitudes? Je pense qu'en 5 ans, on prend des mauvaises habitudes, qu'on le veuille ou non, même si on essaie de l'éviter au fond de soi. 5 ans, c'est long, ouais. C'est court à la fois. Mais pour être tout à fait, comment dirais-je,
dynamique, avoir le sens du réel, il est utile de venir du réel. C'est pas que la politique n'est pas réelle ou que la rencontre de mes concitoyens au quotidien dans la circonscription, c'est pas réel. Mais vous voyez bien que il y a un changement de comportement des gens quand vous êtes élu. Du jour au lendemain, vous êtes une personne différente. Vous êtes Madame la députée. Moi, j'ai eu du mal à m'habituer pendant 5 ans et je ne me suis pas vraiment habituée à ce titre en 5 ans. Mais on vous parle différemment, on vous apporte les sujets différemment. Vous sentez que vous êtes mis dans une espèce d'élite, dans une espèce de bulle par votre entourage et même les concitoyens de circonscription qui viennent vous raconter leurs difficultés ou faire des suggestions en termes de politique nationale. Il y a cette forme de bulle qui se crée, qu'on le veuille ou non. Comme vous savez, Mélenchon qui nous met dans une élite, du jour au lendemain, j'ai eu l'impression d'être née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et les gens oublient totalement mon parcours, oublient totalement que je suis née à l'étranger, que j'étais une employée d'assurance auparavant. Vous êtes statifié quelque part. Et donc, je veux pouvoir à nouveau m'ancrer dans le quotidien, dans le réel, et puis pouvoir me ressourcer quelque part et reprendre le sens commun pour pouvoir mieux revenir dans de futurs engagements politiques. Quand on est une élue ou un élu, vous, j'ai l'impression que vous avez été une députée de dossier, et j'ai l'impression qu'un politique, quel qu'il soit aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de théâtre, entre guillemets. Il faut être présent, il faut se montrer, il faut exister. Est-ce que c'est pas ce qui vous a un peu manqué aussi, d'être pas surreprésenté, mais un peu plus représenté sur les... On vous a un peu plus vu. Je vais prendre un exemple tout simple aussi. Là, c'est flagrant. J'ai vu récemment votre collègue député, M. Borovzik. On le voit constamment à la télévision nationale. Donc, il prend une ampleur d'un coup. Et vous, on vous a peut-être un peu moins vu sur le terrain ou dans les médias. Est-ce que ça vous a manqué? Est-ce que c'est dans votre réflexion? Ou alors, je suis à côté de la plaque? Alors, non, ça ne m'a pas manqué du tout. Enfin, après, c'est mon estimation et donc c'est plutôt à mon entourage de juger. Monsieur Borovzik, il fait son travail, il le fait très bien. En plus. Et il a une spécialité qui a fait que la crise sanitaire lui a permis de donner son opinion assez souvent. Regardez, depuis qu'il y a une crise en Ukraine, je ne fais que des plateaux et des interviews. C'est aussi peut-être le comportement de la presse qui est à revoir. Le sujet qui est primordial alors. Le sujet compte, évidemment. Il y a aussi ce que nos concitoyens consomment en termes d'information et le travail des journalistes. On m'appelle très peu finalement parce que les dossiers sur lesquels je travaille n'intéressent que peu le grand public, alors que le travail que j'ai fait était un travail de protection de nos concitoyens et de prospection pour améliorer leur quotidien aujourd'hui et demain. Certes, c'est un peu nébuleux comme ça, mais si j'avais pas écrit un rapport sur la régulation des plateformes et qu'on ne l'avait pas promu à Bruxelles, peut-être que le texte européen qui s'appelle DSA et DMA aurait été tout à fait différent. Si j'ai travaillé pas sur la cyberassurance, peut-être qu'on n'aurait pas la mise en place demain de nouveaux produits pour assurer la cybersécurité de nos concitoyens et surtout les indemniser en cas de cyberattaque et notamment nos entreprises. Une entreprise qui n'est pas protégée en termes de cybersécurité, c'est une attaque qui peut l'amener à fermer définitivement la porte et mettre autant de salariés à la rue. Le régime des catastrophes naturelles primordiales en France, on subit à cause du réchauffement climatique de plus en plus de catastrophes naturelles. Et donc, il faut que ce régime soit pérennisé pour que tout le monde soit indemnisé. Donc, oui, peut-être qu'au quotidien, je ne crée pas le buzz, mais non, c'est pas le buzz, je vous ai dit,
je pense que c'est le mot qui correspond le mieux, c'est un peu du théâtre, quoi. C'est de la représentation. Je suis une mauvaise actrice alors. Non, j'ai pas dit ça, pas du tout. Mauvaise, c'est si vous jouiez mal. C'est absent plutôt que mauvaise. Mais vous voyez, il y a un candidat dans votre canton, enfin dans votre circonscription, qui va se présenter. Ça fait 1 an qu'on le voit partout, quoi. Oui, mais est-ce que ça en fait un bon parlementaire? Ah ça, on pourra le juger que dans 5 ans s'il est élu. Ça, c'est autre chose. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai vu d'autres collègues qui ne sont pas forcément de ma majorité faire beaucoup de théâtre. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de fond entre-temps et est-ce qu'ils ont avancé? Non, mais moi, je ne parle pas du bilan positif de votre mandat, d'ailleurs, on va y revenir, mais j'ai l'impression que pour être élu aujourd'hui, c'est quand même une image. C'est un peu comme la Star Academy, c'est le plus joli, celui qui chante le mieux, qui est élu. Pas forcément le plus compétent, ou je ne sais pas comment on peut l'exprimer. Bah, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que nos concitoyens vont de moins en moins. Mais vous savez que les Français sont paradoxales. Hein. Ils disent tout d'un côté et la même chose dans la phrase d'après, le contraire. C'est la France, c'est les Latins. Moi, je les aime, nos Latins, mais il faut rationaliser un tout petit peu plus la politique. Moins de spectacles, plus de travail de fond rendrait peut-être plus efficace l'action politique aux yeux de nos concitoyens. Ça veut dire que vous allez rester une militante et ça veut dire que vous êtes déjà sur d'autres objectifs dans votre tête, il y a déjà d'autres choses, le conseil départemental, une mairie, quelque chose dans votre esprit, non? Alors, la politique locale n'est pas forcément mon fort, puisque ce que j'aime, c'est les dossiers, et donc c'est pas forcément ces objectifs-là que je vais poursuivre. Des objectifs, on en a toujours, mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. L'épisode 4, alors. Tout à fait, il ne faut pas se gêner. Maintenant, évidemment, je resterai militante et ce n'est pas un abandon de la politique, ce n'est pas une déception non plus. Je suis très contente, très fière et ravie de ce que j'ai fait pendant ces 5 ans, même si la violence qu'on a vécue est inacceptable et il faut la combattre. Mais c'est une expérience qui est tout à fait intéressante et passionnante. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est une des manières de redonner confiance à nos concitoyens. Non, mais c'est très noble que ne pas s'installer, d'en faire une carrière. Je ne juge pas ceux qui le font, attention. C'est ma vraiment perception des choses personnelles. Encore une fois, on verra dans le futur quels seraient d'autres engagements que je pourrais poursuivre pour m'investir à nouveau pour mes concitoyens. Est-ce que quand on est une députée, on a déjà des contacts beaucoup plus conséquents, j'allais dire, comme vous êtes souvent sur Paris, est-ce qu'il y a déjà des contacts de prix pour du travail, pour des missions, quelque chose, ou alors vous n'y pensez pas, ça sera dans... Peut-être en septembre. Il faut finir le mandat, ça c'est une évidence. Avant fin février, de toute façon, c'est compliqué. On est encore au quotidien entre l'Assemblée et les différentes actions qu'on peut mener. Maintenant, évidemment, on se crée un réseau local comme national quand on est un élu. C'est un réseau qui se fait d'ailleurs au fil des auditions qu'on mène ou des sollicitations qu'on reçoit quand on a écrit un rapport ou quand on a sorti une opinion dans la presse. Donc on a un réseau, évidemment il est plus étendu qu'un réseau quand vous travaillez dans un secteur particulier, dans votre secteur géographique particulier. Pour autant, je ne sais pas s'il est facilitateur pour trouver un emploi pour autant, parce que c'est un réseau de parlementaires. J'étais vue parce que j'étais parlementaire, pas forcément parce que je suis sur le marché du travail. Donc pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas trop. La décision vis-à-vis de mon mandat est prise. Maintenant, je vais me concentrer sur le fait de le terminer, comme mener la campagne présidentielle. Et puis en temps utile, je me pencherai sur mon avenir professionnel. Est-ce que vous avez des infos ou un nom sur quelqu'un qui va se présenter au nom d'En Marche dans votre circonscription? Non, j'ai aucune information à ce stade. Comme je le disais à vos collègues de TL7, c'est le référent départemental et le comité politique qui va suggérer des noms et c'est le comité d'investiture de Paris qui va prendre la décision finale. Je n'ai pas à ce stade de suggestion
particulières, entendues en tout cas. Moi, j'ai des idées, mais je n'ai pas de certitude, Et de vous allez validation. donner un coup de main à cette personne pour la campagne? Évidemment, dans la mesure où je serai sollicitée, je n'abandonne pas le poste ni mes concitoyens. Maintenant, si la personne ne souhaite faire à sa manière, elle sera libre de le faire aussi. Je n'interférerai pas. Pour conclure ce long entretien, quel est finalement le bilan que vous tirez sur ces 5 années passées ici, dans votre circonscription, et puis même sur Paris? Évidemment, c'est beaucoup de richesse, je pense, dans le cerveau, mais qu'est-ce que vous en tirez? Quels les bons moments et les mauvais moments que vous tirez de ces 5 années? Alors, le mauvais moment, comme je vous disais, c'est la violence. C'est la seule chose que je regrette réellement. C'est la montée, c'est la désinhibition vis-à-vis d'une certaine forme de violence, et notamment la violence sur les réseaux sociaux. Et malgré les textes avec lesquels on a essayé d'œuvrer contre cela, ce n'est pas encore tout à fait efficace. Le côté positif, j'ai découvert un certain nombre de matières que je ne maîtrisais pas forcément au départ. Et puis, j'ai beaucoup aimé la circonscription. Elle a un potentiel de développement considérable. Je trouve ça dommage qu'on n'a pas investi tant que ça dans le développement de cette circonscription, notamment avec le territoire d'industrie, où j'ai pas vu de suite, alors que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, mais j'étais pas actrice de ce sujet, je ne pouvais qu'apporter la connaissance en circonscription. Les crises qu'on a traversées, on les a traversées la tête haute, je pense que notre pays a un potentiel considérable et on ne l'exploite peut-être pas suffisamment. Mais moi, j'ai adoré faire ce que j'ai fait, j'ai adoré faire de la prospective. J'estime que le véritable rôle de parlementaire, c'est aussi cela, puisque quand on arrive, et notamment nous en particulier, on avait signé un contrat avec la nation avant de nous engager auprès d'Emmanuel Macron en tant que parlementaire. On arrive avec un projet auquel on ne doit pas faire d'infidélité. Parce que les Français en avaient marre d'élire quelqu'un sur un projet et que la politique menée soit assez différente. Donc on n'a pas fait d'infidélité, on a respecté notre projet malgré les crises, malgré les gilets jaunes, les retraites, malgré la crise sanitaire. On a respecté le contrat. Et donc je trouve que le travail de parlementaire, ce n'est pas d'interférer dans le contrat qu'on a signé avec la nation finalement, et d'essayer d'exister à travers des amendements qui viennent modifier des textes, alors que c'est pourtant nous qui avons construit ensemble le programme, mais justement faire de la prospective, faire du long terme. Nos concitoyens ont besoin de cette projection. Le court-termisme, ils en ont marre, et je pense que, en tout cas, je l'ai fait avec honnêteté, et j'espère en tout cas qu'ils ont été satisfaits du travail effectué. Pour conclure, dernière question, quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué, à part bien sûr le président de la République, et presque même moi, donc quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué en 5 ans? La rencontre qui m'a le plus marqué en 5 ans, je suis difficilement impressionnable, je pense. Mais peut-être, il y a plein de raisons, hein, un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose de négatif, quelque chose de positif. Une seule chose à retenir? Eh ben, je ne saurais vous dire. Bon, ben, on va réfléchir et puis on revient dans quelques mois. Parce que des rencontres, j'en ai eu beaucoup. Peut-être celle que je garderai vraiment comme un souvenir surprenant, je dirais, c'est de travailler avec Cédric Villani. Ça a été une découverte d'un personnage. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de travailler avec une Field. Donc cette humanité, proximité, partage de connaissances, j'ai appris beaucoup à ses côtés. Je pense que c'est l'un des souvenirs que je garderai vraiment précieusement
Mais il y en a tellement d'autres. J'imagine le fait d'être député aussi, ça vous a permis de rencontrer des gens que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir rencontrer en tant que citoyen lambda, quoi. Tout à fait. Des chercheurs de haut vol, des philosophes, des enseignants-chercheurs. J'ai eu accès à la connaissance de manière tout à fait illimitée et je suis curieuse de nature, donc ça m'a effectivement ouvert des portes que j'aurais pas pu ouvrir sans être parlementaire, c'est une évidence. Alors Valéria, je vous dis pas bonne retraite, mais je vous dis bonne continuation. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. C'est sûr, mais c'est pas un adieu, on va sûrement se recroiser, hein, on est jeunes encore. Tout à fait. Bon courage et puis bonne fin de mandat, bonnes vacances et puis en septembre, eh ben, on vous revoit pour un nouveau défi. Merci, merci à vous aussi. Merci Profitez beaucoup, bien de cette présidentielle. Merci, bonne journée.